On dit que la justice est aveugle, mais au sein de la police métropolitaine, elle était devenue bien pire, corrompue, calculée et cruelle. Pendant des décennies, un réseau secret d'agents avait perfectionné l'art de détruire des vies avec un badge, formant les nouvelles recrues à déceler les menaces là où elles n'existaient pas. Ils pensaient avoir trouvé la recrue idéale en la personne de l'agente Savannah Mitchell, jeune, ambitieuse et prête à apprendre leur méthode. Puis, un jeudi après-midi, elle arrêta Darnell Washington. Elle vit ce qu'elle voulait voir, une cible de plus, une statistique de plus. Ce qu'elle ne voyait pas, c'est que ce seul acte la conduirait devant le juge Marcus Carter, celui-là même qui avait transformé sa propre incarcération injustifiée en un véritable ouvrage de dénonciation de la corruption policière. L'homme qu'on appelait la balance, car dans son tribunal, la justice n'était pas seulement aveugle, elle était inévitable. Alors que son monde soigneusement construit s'effondre sous le poids des preuves vidéo, l'agent Mitchell est sur le point d'apprendre pourquoi des officiers corrompus murmurent encore son nom lorsque des affaires atterrissent sur son bureau. L'agente Savannah Mitchell ajustait son uniforme fraîchement repassé dans le rétroviseur de sa voiture de patrouille, admirant le reflet du soleil matinal sur son badge fraîchement épinglé. Le parking de la police métropolitaine se remplissait déjà pour la garde du matin, mais elle était arrivée en avance, non pas par enthousiasme à l'idée d'apprendre de ses supérieurs, mais pour leur montrer qu'elle avait déjà une longueur d'avance. Premier jour de patrouille en solo, murmura-t-elle, affinant le sourire confiant qu'elle avait perfectionné au cours de 4 mois de formation sur le terrain. Il était temps de leur montrer à quoi ressemble le vrai travail de police. Alors qu'elle franchissait les portes du commissariat, plusieurs officiers chevronnés la saluèrent d'un hochement de tête. Le sergent Thompson, un homme buriné aux cheveux poivre et sel, fort de 23 ans de service, s'éloigna de la machine à café pour l'intercepter. Mitchell, lança-t-il d'un ton chargé d'expérience. Vous avez une minute avant le briefing? Le sourire de Savannah ne faiblit pas, même si intérieurement elle résista à l'envie de lever les yeux au ciel. Bien sûr, sergent, répondit-elle d'une voix douce comme le miel, mais teintée d'acier. Thompson désigna un coin tranquille de la salle de repos. Écoutez, je sais que vous avez hâte de sortir, mais rappelez-vous ce dont nous avons discuté pendant la formation. On n'est plus à River Creek. La ville est différente, plus complexe. Prenez le temps d'apprendre à connaître les quartiers, de comprendre la communauté. Sauf votre respect, sergent, coupa Savannah, son sourire s'écarquillant, j'ai été major de ma promotion à l'académie. Je pense pouvoir affronter tout ce qui m'attend. Le souvenir des paroles de son père résonna dans sa mémoire, un badge est synonyme d'autorité, et l'autorité est synonyme de respect. L'expression de Thompson se durcit légèrement. C'est exactement l'attitude qui m'inquiète, Mitchell. Ce travail n'a rien à voir avec. La porte de la salle de briefing s'ouvrit et la voix du lieutenant Chen résonna dans tout le commissariat. Appel dans 5 minutes. On finira ça plus tard. Thompson n'ajouta rien, mais Savannah s'éloignait déjà, ses bottes claquant résolument sur le linoléum. La salle de briefing se remplit rapidement du chaos matinal habituel, les officiers échangeaient leurs anecdotes de l'équipe de nuit, les nouvelles comparaient leurs notes, les vétérans s'installaient à leur place habituelle. Savannah choisit une place au premier rang, sortant son carnet plus par pure fantaisie que par nécessité, elle avait déjà mémorisé tous les protocoles et procédures standards. Le lieutenant Chen commença par des informations de routine, une série de cambriolages de voitures dans le district sud, un avertissement concernant une nouvelle drogue circulant dans les clubs, et des nouvelles des enquêtes en cours. Puis elle marqua une pause, son expression devenant sérieuse. Une dernière chose avant les assignations, annonça Chen. Le juge Marcus Carter préside plusieurs de nos affaires ce mois-ci. Ceux d'entre vous qui sont ici depuis un certain temps le connaissent. Il est juste mais extrêmement minutieux. Il exige que tout soit fait dans les règles, pas de raccourcis, pas de suppositions. Assurez-vous que vos documents sont impeccables. Quelques officiers chevronnés hochèrent la tête d'un air entendu. Savannah nota le nom, mais ignora l'avertissement en secret. La paperasse était la paperasse, et un juge était un juge. Elle avait eu affaire à de nombreuses figures d'autorité dans sa vie. Au fur et à mesure de la distribution des missions, Savannah a reçu son itinéraire de patrouille, un quartier résidentiel et commercial, que certains agents considéraient comme difficile en raison de sa population diversifiée et de sa dynamique communautaire complexe. Pour elle, c'était l'occasion de faire ses preuves. La matinée passa rapidement, tandis que Savannah se familiarisait avec son secteur. Elle géra un appel pour vol à l'étalage avec une sévérité qu'elle jugea appropriée, rédigea 3 contraventions et mit fin à une violente dispute entre voisins avant qu'elle ne dégénère.
Chaque interaction renforça sa confiance en ses propres capacités. C'était en début d'après-midi lorsque l'appel est arrivé, possibilité de trouble à l'angle de Marshall Street et Fourth. La voix de la répartitrice grésillait dans sa radio, un homme aurait un comportement suspect près de la supérette. Bien reçu, je réponds, répondit immédiatement Savannah, tournant déjà sa voiture de patrouille vers l'endroit. L'unité 247 répond. La scène qu'elle découvrit lui semblait d'une banalité trompeuse, un jeune homme noir en tenue professionnelle décontracté, debout près de l'entrée du magasin, consultait son téléphone. Darnell Washington ignorait totalement que sa vie allait croiser celle de Savannah d'une manière qui allait changer leur avenir à tous deux. Savannah s'approcha, la main nonchalamment posée sur sa ceinture, sa posture exprimant son autorité. « Monsieur, je vais vous demander de vous éloigner de l'entrée. » Darnell leva les yeux, surpris. « Pardon ? Nous avons reçu des signalements d'activité suspecte, déclara Savannah d'une voix saccadée, habituée à imposer le respect. « Que faites-vous ici ? » « J'attends ma sœur, » répondit Darnell, gardant son calme malgré sa confusion grandissante. « Elle travaille chez le dentiste d'un accent grave côté. On se retrouve pour déjeuner. » Ses yeux se plissèrent. La réponse était parfaitement raisonnable, mais quelque chose en elle se hérissa devant son attitude calme. Dans son esprit, obéir signifiait une déférence nerveuse. « Je vais avoir besoin de voir une pièce d'identité. Puis-je vous demander pourquoi ? » La question de Darnell était polie mais directe. « Je reste juste là, monsieur. Refusez-vous d'obéir à un ordre légal ?» Savannah fit un pas en avant, serrant sa ceinture. « Non, je demande simplement. » Les mains bien en vue. Sa voix monta brusquement, attirant l'attention des passants. Certains sortirent leur téléphone, sentant la situation se dégrader. La suite des événements allait être longuement débattue au cours des jours suivants. Savannah affirmait que Darnell avait fait un mouvement brusque. Une vidéo le montrerait plus tard en train de chercher lentement son portefeuille, affichant clairement ses intentions. Mais à cet instant, Savannah vit ce qu'elle s'attendait à voir ou ce que ses préjugés lui dictaient. Quelques minutes plus tard, Darnell Washington était menotté et accusé de résistance à l'arrestation. Des témoins ont filmé l'incident avec leur téléphone. Sa sœur est sortie du cabinet dentaire et l'a trouvé à l'arrière d'une voiture de patrouille. Sa pause déjeuner a viré au cauchemar. De retour au commissariat, Savannah rédigea son rapport avec assurance, élaborant un récit se présentant comme une policière vigilante et Darnell comme un sujet peu coopératif ayant dégénéré en une interaction de routine. Elle remarqua à peine les regards inquiets de ses collègues lorsqu'elle décrivit l'incident dans la salle de repos. Il fallait lui montrer comment on gère les choses en ville, se vanta-t-elle, regrettant les regards inquiets échangés entre Thompson et Chen. Il ne faut pas les laisser croire qu'ils peuvent ignorer les ordres d'un policier. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Patricia Washington, la mère de Darnell, était assise dans le modeste bureau de Marcus Williams, un avocat local connu pour ses affaires de défense des droits civiques. Ses mains tremblaient en décrivant l'appel téléphonique qu'elle avait reçu de sa fille. « Mon fils n'a jamais eu d'ennui », insista Patricia, la voix crispée par une émotion contenue. « Il est comptable, monsieur Williams. Il attendait juste que sa sœur aille déjeuner. » Marcus Williams écoutait attentivement, son expression devenant de plus en plus inquiète tandis qu'il examinait le rapport préliminaire et les déclarations des témoins sur sa tablette. L'agent qui a procédé à l'arrestation est Savannah Mitchell, nota-t-il, nouvelle dans la police, semble-t-il. « Est-ce que ça nous aide ? Demanda Patricia avec espoir. « C'est possible, répondit prudemment Marcus, d'autant plus que cette affaire a été confiée au tribunal du juge Carter. De l'autre côté de la ville, dans son cabinet, le juge Marcus Carter examinait déjà les affaires du jour lorsque le dossier de Darnell Washington atterrit sur son bureau. Le regard sombre du juge parcourut méthodiquement le rapport, ses décennies d'expérience lui permettant de repérer les subtiles incohérences ou les passages où le récit semblait trop soigné, trop rodé. Il s'arrêta sur le nom de l'agent Mitchell, le notant attentivement. C'était sa première arrestation en solo. Quelque chose dans le langage de son rapport retint son attention, la façon dont elle soulignait son autorité et la défiance apparente de Darnell, tout en passant sous silence le déroulement réel des événements. « Monsieur Carson », lança-t-il à son greffier, « veuillez extraire les dossiers d'entraînement de l'agent Mitchell et toutes les images disponibles de cet incident. Je pense que nous devons examiner cela attentivement. » Le lendemain matin, tandis que Savannah arpentait le commissariat en partageant sa version des faits à qui voulait l'entendre, elle restait inconsciente de la tempête qui s'annonçait.
Elle a ignoré les conseils d'un officier supérieur sur les procédures d'escalade appropriées et a ri de la suggestion d'un autre de revoir les images de sa caméra corporelle avant l'audience. Croyez-moi, dit-elle en s'adossant à sa chaise pendant la pause déjeuner, une fois que le juge Carter verra comment j'ai géré cette situation, il comprendra. Nous ne pouvons pas laisser les gens croire qu'ils peuvent remettre en question notre autorité quand bon leur semble. Mitchell. Le sergent Thompson essaya une dernière fois. Le juge Carter n'est pas. Je sais, lui répondit-elle d'un geste de la main. Il est minutieux, juste, il exige que tout soit conforme aux règles. Mais au bout du compte, il comprendra que je ne fais que mon travail, assurer la sécurité de la rue. Tandis qu'elle prononçait ces mots, le juge Carter s'installait dans son cabinet, se préparant à ce qui allait devenir l'une des affaires les plus importantes de sa carrière. Sur son bureau se trouvaient 2 dossiers, le casier judiciaire impeccable de Darnell Washington et le rapport d'incident de l'agente Savannah Mitchell. Entre les deux se trouvait une clé USB contenant des séquences vidéo sous plusieurs angles qui racontaient une histoire bien différente de celle écrite par Savannah. Le juge repensa à sa propre jeunesse, à ces moments où l'autorité était utilisée comme une arme plutôt que comme une responsabilité. Il sortit son bloc-notes et commença à prendre des notes, se préparant à une audience qui mettrait à l'épreuve non seulement l'arrogance d'un policier débutant, mais aussi les fondements mêmes de la justice et de la responsabilité dans sa salle d'audience. Le décor était planté. Dans 48 heures, l'agente Savannah Mitchell se présenterait devant le tribunal du juge Carter, armée de rien d'autre que de sa confiance mal placée et d'un récit inventé de toutes pièces. Elle était loin de se douter que sa première arrestation en solo marquerait un tournant, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans le débat national actuel sur le pouvoir, les préjugés et le véritable sens de la justice. Alors que le soleil se couchait sur la ville, 3 personnes se préparaient à la tempête imminente de manière très différente. Darnell Washington était assis dans le salon de sa mère, entouré de sa famille, s'efforçant de garder foi en un système qu'il avait déjà trahi une fois. Le juge Carter travaillait tard dans la nuit, examinant attentivement les précédents et les procédures, sachant que ce qui allait arriver exigerait toute son expérience et sa sagesse. Savannah Mitchell rentrait chez elle, polissant son badge et répétant son témoignage, complètement inconsciente que son monde allait changer à jamais. L'audience était prévue pour lundi matin, à 9 heures précises, dans la salle d'audience du juge Marcus Carter. Justice allait afficher un visage que l'agente Savannah Mitchell n'aurait jamais imaginé voir. Le lundi matin arriva, l'attente pesante. Les marches du palais de justice étaient déjà animées par la foule matinale habituelle lorsque l'agente Savannah Mitchell les gravit 2 par 2, ses bottes claquant sur le marbre usé. Elle avait soigné son apparence avec le plus grand soin, uniforme repassé avec une précision militaire, badge poli comme un miroir, cheveux blonds tirés en arrière en un chignon réglementaire, sans une seule mèche de travers. Plusieurs de ses collègues du commissariat étaient déjà rassemblés dans le couloir devant la salle d'audience 4B. Le sergent Thompson se tenait à l'écart du groupe, l'air sombre, regardant Savannah s'approcher. Mitchell cria doucement, un mot. Savannah regarda sa montre. Encore 20 minutes avant l'audience. Bien sûr, sergent, mais faites vite. Je veux revoir mes notes une dernière fois. Thompson la conduisit dans une alcôve tranquille. Dernière chance de modifier votre rapport si vous souhaitez clarifier quelque chose. Sérieusement. Savannah l'interrompit d'un rire qui résonna trop fort dans le couloir de marbre. J'apprécie votre sollicitude, mais mon rapport est parfait. Tout s'est déroulé exactement comme je l'ai écrit. Même avec les preuves vidéo, les vidéos ne montrent pas tout. Le juge Carter comprendra que nous devons prendre des décisions en une fraction de seconde sur le terrain. De plus, j'ai entendu dire qu'il était dur mais juste. Le visage buriné de Thompson se crispa. Tu n'écoutes pas. Les lourdes portes de la salle d'audience s'ouvrirent et un huissier en sortit. Tous les partis à Washington contre la ville, le tribunal du juge Carter est maintenant en session. Savannah redressa les épaules et adressa à Thompson un sourire confiant. Observe et apprends, sergent. À l'intérieur, la salle d'audience se remplissait rapidement. Darnell Washington était assis à la table de la défense avec son avocat, Marcus Williams. Sa famille occupait le premier rang derrière lui, sa mère Patricia, sa sœur Michelle et plusieurs autres proches. Ils étaient habillés de façon formelle, leur visage calme mais tendu. Savannah se dirigea vers la table de l'accusation, où l'attendait le procureur de la ville, James Morton. Il examinait un épais dossier, le front plissé par l'inquiétude. « Officier Mitchell », murmura-t-il tandis qu'elle s'asseyait, « j'ai besoin de savoir s'il y a quoi que ce soit dans ces vidéos qui pourrait contredire votre rapport. »
Quoi que ce soit. Monsieur Morton, répondit Savannah, la voix teintée de condescendance, je vous assure. Levez-vous tous, la voix de l'huissier coupa les conversations murmurées. L'honorable juge Marcus Carter préside. Le juge Carter entra d'un pas mesuré, sa robe noire flottant autour de lui. Il était grand, avec des cheveux gris coupés courts et une peau foncée qui trahissait son âge par des rides marquées autour des yeux et de la bouche. Son regard, vif et observateur, parcourut la salle d'audience tandis qu'il prenait place. « Asseyez-vous, dit-il d'une voix grave et claire. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de l'affaire Washington contre la ville, concernant une arrestation effectuée par l'agent Savannah Mitchell jeudi après-midi. Monsieur Williams, vous pouvez présenter votre motion. » Marcus Williams se leva et rajusta sa cravate. « Votre honneur, nous demandons l'abandon de toutes les charges retenues contre Monsieur Washington et demandons une enquête immédiate sur le comportement de l'agent Mitchell lors de son arrestation. Nous disposons de preuves vidéo provenant de multiples sources montrant que mon client a obtempéré sans réserve et que l'agent Mitchell a aggravé la situation sans motif. » Objection, lâcha Savannah en se levant à moitié de sa chaise. Le regard du juge Carter se fixa sur elle. « Agent Mitchell, dans ma salle d'audience, les objections viennent des avocats, pas des témoins. » Monsieur Morton, l'avocat de la ville, posa une main sur le bras de Savannah pour la retenir. « Pas d'objection, votre honneur, cependant, nous maintenons que les vidéos ne montrent pas le contexte complet de l'interaction. Nous examinerons ce contexte en détail. » Le juge Carter a répondu, « Monsieur Williams, présentez vos preuves. » Williams fit un signe de tête à son assistante, qui baissa les lumières. Un grand écran descendit du plafond et la première vidéo commença à être diffusée. Elle provenait du téléphone d'un passant, montrant Darnell se tenant tranquillement à l'entrée du magasin, consultant son téléphone. L'approche de Savannah était visible, son langage corporel agressif dès le début. « Comme vous pouvez le constater, votre honneur, a raconté Williams, Monsieur Washington attendait simplement sa sœur, sans causer de trouble lorsque l'agent Mitchell s'est approché de lui sans motif probable. Ce n'est pas. » Savannah commença à l'interrompre à nouveau. « Agent Mitchell », la voix du juge Carter portait une note d'avertissement. « Interrompez encore une fois cette procédure sans que je vous adresse la parole, et je vous déclarerai coupable d'outrage. Est-ce clair ?» Le visage de Savannah s'empourpra. « Oui, votre honneur », parvint-elle à dire, la mâchoire crispée. La vidéo continue, montrant l'escalade exactement comme elle s'est produite, les questions calmes de Darnell, les réponses de plus en plus agressives de Savannah, le moment où elle prétend qu'il a fait un mouvement menaçant. « Maintenant, » a déclaré Williams, comparons cela aux images de la caméra corporelle de l'agent Mitchell. La deuxième vidéo commença, et Savannah sentit sa confiance vaciller pour la première fois. L'angle était différent, mais l'histoire était la même, pire. Sa propre voix était différente de ce qu'elle se souvenait, plus dure, plus conflictuelle. « Notez l'horodatage, poursuivit votre honneur, Williams. L'agente Mitchell affirme dans son rapport que M. Washington a eu un comportement suspect pendant plusieurs minutes avant de s'approcher. La vidéo montre qu'elle a pris contact quelques secondes après son arrivée. Morton se déplaça, mal à l'aise, à côté de Savannah. Votre honneur, même si le timing est peut-être un peu décalé, nous maintenons que l'agent Mitchell avait des soupçons raisonnables au vu de l'appel qu'elle a reçu. À propos de cet appel, intervint Williams, nous avons demandé à comparaître les registres de répartition. La plainte provenait d'une cabine téléphonique, et lorsque les enquêteurs ont tenté de la suivre, ils n'ont trouvé personne dans le secteur ayant réellement été témoin d'un comportement suspect. Nous pensons que l'agent Mitchell a soit inventé l'appel, soit répondu à un rapport délibérément faux sans vérification appropriée. Le visage de Savannah s'empourpra. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il trace l'appel. En vérité, elle avait aperçu Darnell depuis sa voiture de patrouille et avait trouvé qu'il n'avait pas l'air à sa place. L'appel du répartiteur dans son rapport n'était qu'une réflexion après coup, un détail ajouté pour justifier ses actes. Le juge Carter se pencha en avant. « Monsieur Morton, la ville souhaite-t-elle répondre à cette allégation ?» Morton tira sur son col. « Nous avons besoin de temps pour vérifier les registres d'expédition, votre honneur. » Très bien. Le juge Carter nota une note sur son bloc-notes. « Monsieur Williams, dit-il. » La matinée se déroula comme un cauchemar au ralenti pour Savannah Williams. Elle décortiqua méthodiquement son rapport, soulignant les divergences entre sa déclaration écrite et les preuves vidéo.
D'autres témoins se présentèrent, le propriétaire du magasin attesta que Darnell était un client régulier, le superviseur de Michelle Washington confirma leur projet de déjeuner, même une joggeuse de passage avait enregistré une partie de l'échange sur son téléphone. Pendant une brève pause, Morton prit Savannah à part. « C'est grave, murmura-t-il. Tu m'avais dit que tu avais un motif raisonnable. Tu m'avais dit que les vidéos étayeraient ton récit. Il déforme juste les choses, insista Savannah, mais sa voix manquait de sa confiance d'antan. C'est ce que font les avocats de la défense, n'est-ce pas? Morton la fixa un long moment. Agent Mitchell, je vais recommander à la ville de régler cette affaire. Et à votre place, je réfléchirai très attentivement à ce que vous allez dire lorsque le juge Carter vous appellera à témoigner. Je ne mens pas, rétorqua Savannah, mais les mots avaient un goût amer dans sa bouche. À la reprise de l'audience, la juge Carter a appelé Darnell à la barre. Savannah l'a regardé témoigner, sa perception de lui changeant, inconfortablement. Dans son rapport, elle l'avait dépeint comme agressif et réfractaire, mais l'homme à la barre était éloquent et posé. Son récit des événements concordait parfaitement avec la preuve vidéo. Monsieur Williams a demandé, « Aviez-vous déjà eu des interactions avec les forces de l'ordre » ? Non, monsieur, répondit Darnell. Je n'ai jamais été arrêté ni même verbalisé. Je suis comptable. J'attendais simplement ma sœur, comme tous les jeudis. Et comment cet incident vous a-t-il affecté ? Le sang-froid de Darnell se brisa légèrement. Avant, je croyais que si on faisait tout correctement, qu'on suivait les règles et qu'on respectait l'autorité, tout irait bien. Maintenant, je suis nerveux à chaque fois que je vois une voiture de patrouille. J'ai dû expliquer à mes nièces pourquoi leur oncle était menotté. Comment expliquer une chose pareille à des enfants ? De son siège, Savannah entendit Patricia Washington étouffer un sanglot. Pour la première fois depuis son arrestation, le doute s'insinua dans son esprit. Elle jeta un coup d'œil au juge Carter et le vit l'observer, l'air indéchiffrable. Officier Mitchell, la voix du juge Carter coupa ses pensées, veuillez venir à la barre. Alors que Savannah se dirigeait vers le box des témoins, elle tenta de retrouver sa confiance d'antan. Elle avait répété son témoignage, préparé ses réponses, mais sous les lumières fluorescentes crues, avec le regard pénétrant du juge Carter braqué sur elle, ses paroles répétées lui semblaient creuses. L'agente Michelle Williams a commencé son contre-interrogatoire. Veuillez expliquer pourquoi vous avez estimé que le comportement de Monsieur Washington était suffisamment suspect pour justifier une enquête. Savannah déglutit difficilement. L'appel disait. L'appel, interrompit Williams, provenait d'une cabine téléphonique vide. Concentrons-nous sur ce que vous avez réellement observé. Il se tenait près de l'entrée du magasin, dit Savannah d'une voix plus basse que d'habitude. C'est un quartier à forte criminalité. Objection, interrompit Williams. Les statistiques de criminalité de ce quartier montrent qu'il est l'un des plus sûrs de la ville. Souhaitez-vous que je consigne ces statistiques comme preuve ? Maintenu, a déclaré le juge Carter. Officier Mitchell, veuillez vous en tenir à vos observations directes. L'interrogatoire se poursuivit, chaque réponse de Savannah semblant plus faible que la précédente. Williams exposait méthodiquement chaque incohérence, chaque supposition, chaque moment où ses préjugés avaient influencé ses actions. Une dernière question, a déclaré Williams. Dans votre rapport, vous affirmez que M. Washington a fait un mouvement soudain et menaçant, mais aucune des vidéos ni celle des témoins, ni votre caméra piéton, ni celle de la caméra de sécurité du magasin ne montre un tel mouvement. Comment expliquez-vous cette contradiction ? Savannah sentit la sueur perler sur son front. La salle d'audience était silencieuse, attendant sa réponse. Elle regarda Darnell, sa famille, le juge Carter. Le poids de la vérité pesait sur elle. Je pensais qu'il allait. Sa voix s'éteignit, incapable de terminer son mensonge. Vous pensiez ? La voix du juge Carter était basse, mais résonnait dans toute la salle d'audience. Agent Mitchell, dans votre rapport, vous avez affirmé avec certitude qu'il n'y avait eu ni menace ni mouvement. Vous l'avez consigné comme un fait. Êtes-vous en train de dire que vous vous êtes trompé ? La voix de Savannah se brisa. J'ai peut-être mal interprété. Peut-être. Le ton du juge Carter s'est durci. Officier Mitchell, vous êtes sous serment. Monsieur Washington a-t-il fait un geste menaçant ou avez-vous menti dans votre rapport ? Le silence s'éternisa pendant ce qui sembla des heures. Finalement, d'une voix à peine audible, Savannah murmura, non, monsieur. Il n'a pas bougé comme ça.
Je suis désolé. Je ne crois pas que tout le monde vous ait entendu. Veuillez vous exprimer, a déclaré le juge Carter. Le visage de Savannah brûlait de honte. Non, votre honneur. Monsieur Washington n'a pas fait de geste menaçant. J'ai écrit ce qui, selon moi, justifierait l'arrestation. L'aveu flottait dans l'air comme une fumée. Depuis la galerie, Savannah entendit quelqu'un halter. Elle ne supportait pas de regarder Thompson ou ses autres collègues. La voix du juge Carter rompit le silence. Compte tenu de cet aveu, nous levons la séance pour aujourd'hui. Monsieur Morton, j'attends que la requête de la ville visant à abandonner toutes les charges retenues contre Monsieur Washington soit sur mon bureau d'ici 1 heure. De plus, j'ordonne une enquête approfondie sur la conduite de l'agent Mitchell, tant lors de cet incident que lors de ses précédentes arrestations. Il reporta toute son attention sur Savannah, qui sembla se rétrécir sous son regard. Agent Mitchell, restez dans mon cabinet. Nous devons discuter des conséquences d'un parjure dans ma salle d'audience. Alors que la galerie commençait à se vider, Savannah restait clouée à la barre. Son univers d'autorité et de contrôle soigneusement construit s'était effondré, la laissant face à la vérité sur elle-même et ses actes. À travers les bourdonnements d'oreilles, elle entendit les derniers mots du juge Carter avant qu'il ne se retire dans son cabinet. Ce tribunal reprendra ses travaux demain matin à 9 heures. Agent Mitchell, je vous suggère de consacrer ce temps à réfléchir à la véritable signification du serment que vous avez prêté de protéger et de servir. Nous ne sommes plus à River Creek, et je ne suis pas un juge qui fermera les yeux sur les abus de pouvoir, quels que soient ceux qui exercent ce pouvoir ou l'insigne qu'ils portent. Le lendemain du témoignage accablant de Savannah, les couloirs du tribunal bourdonnaient de conversations chuchotées. Les assistants juridiques passaient en hâte avec des piles de dossiers, et les journalistes se rassemblaient près de l'entrée du bâtiment, espérant attraper quiconque était impliqué dans ce qu'ils avaient commencé à appeler l'affaire Mitchell. Dans le cabinet du juge Carter, le soleil matinal filtrait à travers les stores vénitiens, projetant des ombres rayées sur son bureau. Assis, il examinait les derniers éléments de preuve, ses lunettes de lecture posées sur l'arête du nez. Un léger coup à la porte interrompit sa concentration. « Entrez », lança-t-il sans lever les yeux de ses documents. Sa commis, Sarah Chen, entra avec une pile de papiers neufs. « Monsieur, l'équipe d'enquête nous a envoyé le dossier complet de l'agent Mitchell du département de police de River Creek », a-t-elle déclaré. Le juge Carter accepta le dossier, constatant sa minceur suspecte. « C'est tout ? Voilà ce qu'il y a dans le dossier, votre honneur, répondit Sarah. D'après la lettre d'accompagnement, plusieurs fichiers ont été signalés comme égarés lors d'une récente mise à jour du système. Le timing est parfait, murmura le juge Carter en prenant note de son bloc-notes. Et les images de la caméra corporelle de sa période d'entraînement ? Difficultés techniques. Apparemment, la plupart du contenu est corrompu. Le juge Carter retira ses lunettes et se pinça l'arête du nez. Appelez le juge Henderson de River Creek. Je veux savoir si ces problèmes techniques ont affecté d'autres dossiers d'officiers. Pendant ce temps, dans une petite salle de conférence au bout du couloir, Marcus Williams était assis avec Darnell et sa famille, se préparant pour le témoignage du jour. L'avocat de la défense étalait plusieurs photos sur la table, des instantanés de caméras de sécurité montrant les visites régulières de Darnell le jeudi pour voir sa sœur. Cela confirme votre comportement, expliqua Williams. Tous les jeudis depuis 1 an, à la même heure et au même endroit. L'agent Mitchell ne pouvait avoir aucune raison légitime de considérer votre présence comme suspecte. Darnell hocha la tête, mais son attention était portée sur un autre document, le rapport d'incident de Mitchell. Elle a écrit que je rôdais de façon suspecte et que j'avais un comportement erratique, lut-il à voix haute, la voix tendue par une colère contenue. Qui voyait-elle quand elle m'a regardé ? Parce que ce n'était pas moi. Patricia prit la main de son fils. Chérie, certains voient ce qu'ils veulent voir. C'est exactement ce que nous allons prouver aujourd'hui, a déclaré Williams en sortant un autre dossier. Nous avons les témoignages de 6 autres personnes arrêtées par l'agent Mitchell pendant sa formation. Elles racontent toutes des histoires similaires. De l'autre côté de la ville, au commissariat de police métropolitaine, le sergent Thompson était assis dans le bureau du lieutenant Chen. Tous deux examinaient les évaluations de formation de Mitchell. L'atmosphère était tendue, lourde de signes avant-coureurs manqués. Voilà, dit Thompson en désignant une note qu'il avait rédigée 3 semaines après le début de la formation de Mitchell. Il a été constaté des préjugés préoccupants et des interactions avec les sujets. Une formation complémentaire sur la diversité a été recommandée.
Chen fronça les sourcils. Quelle a été la réponse? Sa décision a été rejetée. Ses résultats aux examens étaient trop bons et nous manquions de personnel. Le visage de Thomson exprimait le poids de ce compromis. Nous aurions dû insister davantage. Ne commence pas, prévint Chen. Nous ne sommes pas là pour porter la responsabilité de Mitchell. Il faut juste que nous soyons sûrs de tout savoir maintenant. De retour dans la salle d'audience, les gens entraient lentement, la tension matinale palpable. Savannah était assise à la table de l'accusation, son uniforme toujours impeccable, mais sa posture nettement différente de celle de la veille. L'assurance avait disparu, remplacée par une immobilité rigide qui évoquait des nuits blanches et des révélations dérangeantes. Le juge Carter entra et rouvrit la séance. « Asseyez-vous » dit-il d'une voix posée et autoritaire. « Monsieur Williams, vous pouvez appeler votre prochain témoin. » La défense a appelé l'agent Peter Rodriguez. Savannah a levé la tête tandis que son ancien partenaire d'entraînement se dirigeait vers la barre des témoins. Rodriguez a évité son regard pendant sa prestation de serment. L'agent Rodriguez, a commencé Williams, vous avez travaillé avec l'agent Mitchell pendant sa formation sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, monsieur, pendant environ 6 semaines. Pendant cette période, avez-vous observé un comportement inquiétant dans ses interactions avec les civils? Rodriguez s'agita, mal à l'aise. J'ai remarqué plusieurs cas où l'agent Mitchell semblait aborder les situations avec des idées préconçues. Pourriez-vous être plus précis? Il y a eu un cas, Rodriguez jeta un coup d'œil à Savannah avant de poursuivre. Nous avons répondu à une plainte pour tapage nocturne dans le Garden District. Avant même de sortir de la voiture, Mitchell avait conclu que c'était probablement lié à un gang, vu la démographie du quartier. Il s'est avéré que c'était une fête d'anniversaire pour enfants. Williams hocha la tête. Avez-vous signalé ces inquiétudes? Je les ai inclus dans mes évaluations de formation. Et que s'est-il passé? Les évaluations ont été modifiées avant la soumission finale. On m'a dit que nous devions nous concentrer sur ses compétences techniques, et non sur des considérations subjectives. L'interrogatoire s'est poursuivi, dressant le tableau d'une surveillance systématique et de signes avant-coureurs ignorés. Le témoignage de Rodriguez a été suivi par celui de 2 autres agents de formation, chacun ajoutant des pièces au puzzle de la façon dont les préjugés de Savannah avaient été autorisés à prospérer sans contrôle. Pendant une brève pause, le procureur Morton s'est approché de la table de la défense. « Monsieur Williams, un mot. » Ils se dirigèrent vers un coin tranquille où Morton parla à voix basse. « La ville est prête à proposer un accord, abandon complet des poursuites, excuses écrites, indemnisation pour Monsieur Washington et licenciement immédiat de l'agent Mitchell. » Williams resta neutre. Et l'enquête plus large? Le juge Carter a déclaré, c'est compliqué. Le ministère est prêt à mettre en place une formation supplémentaire. Pas d'accord, l'interrompit Williams. Il ne s'agit plus seulement de Darnell. Vous avez entendu le témoignage. Combien d'autres vies a-t-elle affectées? Combien de rapports a-t-elle falsifiés? Le système qui l'a rendu possible doit être exposé. À la reprise des audiences, l'accusation a cité son témoin expert, le docteur Angela Martinez, spécialiste en formation des forces de l'ordre et en psychologie comportementale. Elle avait examiné tous les éléments de preuve disponibles, notamment les antécédents et le dossier de formation de Savannah. À mon avis, le comportement de l'agent Mitchell témoigne d'un biais de confirmation et d'un complexe d'autorité évident, probablement lié à son passé et renforcé par une supervision insuffisante pendant la formation, a déclaré le docteur Martinez. Pourriez-vous développer, demanda Morton, essayant de récupérer quelque chose du témoignage. L'agent Mitchell semble avoir intégré les forces de l'ordre avec une vision rigide de l'autorité et de la conformité. Plutôt que de voir ses préjugés remis en question et corrigés pendant la formation, ils ont été renforcés par un système privilégiant l'efficacité technique au détriment de l'intelligence émotionnelle et de l'engagement communautaire. Le juge Carter se pencha en avant. Docteur Martinez, lors de votre examen du dossier de l'agente Mitchell, avez-vous trouvé des preuves que ces problèmes avaient été identifiés et résolus pendant sa formation? Oui, votre honneur, mais seulement lors de l'observation initiale. Plusieurs officiers formateurs ont fait part de leurs préoccupations, mais ces remarques ont été systématiquement minimisées ou ignorées lors des évaluations finales. L'après-midi a apporté des témoignages encore plus accablants. Un gardien de parking proche du dépanneur a témoigné avoir régulièrement vu Darnell attendre sa sœur. Le propriétaire du magasin a fourni des mois de vidéos de surveillance montrant le même scénario jeudi.
Chaque témoin a ajouté une nouvelle faille au récit déjà vacillant de Savannah. Finalement, Williams a appelé son dernier témoin de la journée, Michelle Washington, la sœur de Darnell. Mademoiselle Washington, commença Williams, parlez-nous de vos déjeuners du jeudi avec votre frère. La voix de Michelle était posée mais pleine d'émotion. Nous avons commencé à déjeuner ensemble après le décès de notre père l'année dernière. Papa disait toujours que la famille avait besoin de rester en contact, alors tous les jeudis, Darnell m'attendait devant mon travail et nous allions déjeuner. Parfois, nous parlions simplement de notre semaine, parfois de papa. C'était notre façon de perpétuer sa mémoire. Et le jour de l'incident? J'avais quelques minutes de retard à cause d'une urgence. J'ai essayé d'envoyer un SMS à Darnell, mais le temps que je sorte. Michelle marqua une pause, se ressaisissant. Le temps que je sorte, il était déjà menotté. J'ai essayé d'expliquer à l'agent Mitchell que c'était mon frère, que nous faisions ça toutes les semaines, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il résistait à son arrestation, mais ce n'était pas le cas. Il ne faisait rien de mal. Le silence régnait dans la salle d'audience tandis que Michelle décrivait comment elle avait vu son frère être placé dans la voiture de patrouille, son sentiment d'impuissance, et l'appel frénétique qu'elle avait lancé à leur mère. Savannah fixait ses mains, incapable de lever les yeux tandis que le témoignage de Michelle se poursuivait. Cet incident a-t-il affecté vos déjeuners du jeudi, a demandé Williams. On n'a plus pu le faire depuis, a admis Michelle, les larmes aux yeux. Darnell ne vient plus dans ce quartier. On a essayé une fois la semaine dernière, mais il a eu une crise de panique rien qu'en garant sa voiture. L'agent Mitchell n'a pas seulement arrêté mon frère ce jour-là, elle a pris quelque chose de précieux à notre famille. Alors que Michelle descendait de la barre des témoins, le juge Carter a appelé le dernier témoin de la journée, la détective Sarah Martinez des affaires internes. Le juge Carter s'adressa directement à elle, qu'a révélé votre enquête sur les précédentes arrestations de l'agent Mitchell? Votre honneur, répondit Martinez, nous avons identifié 13 arrestations au cours de sa formation qui présentent des schémas similaires à ceux de M. Washington. Dans chaque cas, la cause initiale du contact était douteuse et la situation s'est aggravée principalement en raison de l'approche et de l'attitude de l'agent Mitchell. La plupart des images des caméras piétons de ces incidents sont indisponibles, soit mal téléchargées, soit corrompues dans le système. Cependant, nous avons retrouvé des enregistrements civils de 3 incidents qui contredisent directement les rapports écrits de l'agent Mitchell. Le visage du juge Carter s'assombrit. Et qui était responsable de la tenue de ces archives? C'est là que les choses se compliquent, votre honneur. La chaîne de possession révèle plusieurs responsables, des protocoles flous et une série de problèmes techniques qui semblent affecter les images de certains agents plus que d'autres. Les implications des problèmes systémiques pesaient lourd. Le juge Carter a pris plusieurs notes avant de s'adresser à la salle d'audience. Nous allons lever la séance pour aujourd'hui. Demain matin, je souhaite entendre le responsable des archives et le responsable informatique du département. Inspecteur Martinez, veuillez vous assurer qu'il dispose de toute la documentation nécessaire concernant ces problèmes techniques et les protocoles de chaîne de responsabilité. Tandis que les gens commençaient à sortir, Savannah restait assise, le poids des révélations de la journée transparaissant dans sa posture. Son assurance apparente s'était complètement effondrée, remplacée par une prise de conscience croissante des dégâts qu'elle avait causés. Le juge Carter l'observa un instant avant de parler. « Officier Mitchell ?» Elle leva les yeux, surprise. « Je t'attends demain matin. Il y a encore des questions auxquelles tu dois répondre. »« Oui, votre honneur, » murmura-t-elle. Dans le crépuscule qui tombait devant le palais de justice, 3 conversations se déroulaient simultanément. Dans son cabinet, le juge Carter a parlé tranquillement avec son greffier de la possibilité de demander des documents à River Creek. Sur le parking, Darnell serra sa sœur dans ses bras. Tous deux s'autorisèrent enfin à espérer que justice soit faite. Et dans une cage d'escalier faiblement éclairée, le sergent Thompson trouva Savannah assise seule, la tête dans ses mains. « Mitchell, dit-il doucement. » Elle leva les yeux rouges. « Je n'ai jamais voulu. »« Je sais, » répondit Thompson, assis à côté d'elle. « Mais vouloir blesser quelqu'un et le faire quand même, c'est parfois pire, car cela signifie qu'on n'a même pas pensé suffisamment à lui pour envisager l'impact de ses actes sur sa vie. » La vérité de ces paroles l'enveloppa comme une lourde couverture dans l'obscurité grandissante. L'agent de Savannah Mitchell commença à comprendre que la véritable mesure de l'autorité ne résidait pas dans l'étendue du pouvoir, mais dans la prudence avec laquelle on l'exerçait.
L'aube se leva sur le palais de justice, teintant la façade de pierre de nuances ambrées. Dans son cabinet, le juge Marcus Carter examinait une pile de documents fraîchement acquis, son café matinal refroidissant à côté de lui. Chaque page semblait ajouter une dimension supplémentaire à ce qui avait commencé comme une simple affaire de mauvaise conduite policière. Un coup à sa porte précéda l'entrée de Sarah Chen. « Votre honneur, les dossiers que vous avez demandés à River Creek sont arrivés pendant la nuit. » Carter accepta l'épaisse enveloppe en papier craft, notant le timbre de livraison accéléré. Le juge Henderson est venu. Sarah remit une lettre scellée à Carter, qui en parcourut rapidement le contenu, le visage sombre. La lettre contenait une note personnelle expliquant que des pressions avaient été exercées pour restreindre l'accès à certains documents à un développement intrigant compte tenu du moment. Carter rangea soigneusement la lettre dans le tiroir de son bureau. « Avons-nous déjà reçu le rapport du responsable informatique ?» demanda Carter. « Monsieur Phillips attend dehors avec l'inspecteur Martinez », répondit Sarah. « Ils ont trouvé quelque chose que vous devez absolument voir. » Le juge hocha la tête et leur fit signe d'entrée. James Phillips, responsable informatique du département, entra dans la pièce, accompagné de l'inspecteur Martinez. Phillips, un homme d'une cinquantaine d'années, était nerveux, serrant son ordinateur portable contre sa poitrine comme un bouclier. La présence calme et assurée de l'inspecteur Martinez sembla l'apaiser tandis qu'il prenait place. « Monsieur Phillips, commença Carter, je crois savoir que vous avez découvert des irrégularités dans les archives numériques du département. » Phillips jeta un coup d'œil à Martinez avant de répondre « Oui, votre honneur. Suite à votre ordre d'enquêter sur les images manquantes, j'ai procédé à un examen approfondi de nos systèmes de stockage. Les fichiers corrompus n'étaient pas des bugs aléatoires. » Il ouvrit son ordinateur portable et tourna l'écran vers Carter et les autres, affichant une série complexe de journaux. Quelqu'un a accédé à ces fichiers avec des identifiants d'administrateurs. Ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était délibéré. Un programme a été utilisé spécifiquement pour corrompre certains segments vidéo tout en préservant les métadonnées. Pouvez-vous déterminer qui a accédé aux fichiers, insista Carter. Phillips parcourut les journaux. Les identifiants appartiennent au capitaine Robert Drake, mais les schémas d'accès ne correspondent pas à son utilisation habituelle. Il semble que quelqu'un d'autre ait utilisé ces identifiants. Les yeux de Carter se plissèrent. Où est le capitaine Drake maintenant? Le détective Martinez a répondu, il est en congé administratif depuis 3 mois, officiellement pour des problèmes de santé liés au stress. Pratique, murmura Carter. Monsieur Phillips, à quand remontent ces fichiers corrompus? Au moins 18 mois, votre honneur, répondit Phillips. Et il ne s'agit pas seulement des images de l'agent Mitchell. Nous avons identifié des pratiques de falsification similaires affectant plusieurs autres agents, tous visés par de multiples plaintes de civils. Les implications de cette révélation étaient incertaines. Carter prit quelques notes, puis leva les yeux vers l'inspecteur Martinez. « Je veux la liste complète de tous les policiers dont les images ont été compromises. Monsieur Phillips, préparez un rapport technique détaillé sur la falsification, nous en aurons besoin pour l'audience d'aujourd'hui. » Alors que Phillips et Martinez quittaient la pièce, Sarah revint avec une nouvelle mise à jour. « Monsieur, un journaliste du City Times demande un commentaire. L'affaire de falsification de preuves a fuité. » Carter soupira lourdement. « Dites-leur de ne pas faire de commentaires avant la fin de l'audience d'aujourd'hui. Et Sarah, assurez-vous que nous ayons un dispositif de sécurité renforcé dans la salle d'audience. » De l'autre côté de la ville, dans un modeste restaurant loin du palais de justice, le sergent Thompson était assis en face du lieutenant Chen, tous deux sirotant un café depuis longtemps froid. La voix de Chen était basse. « À votre avis, jusqu'où va-t-il aller ?» Thompson jeta un coup d'œil circulaire dans le restaurant presque vide. « Tu te souviens, l'année dernière, quand les affaires internes ont essayé de mettre en place ce nouveau protocole d'inspection des caméras corporelles ?» Chen hocha la tête. « On l'a fermé. Ils ont dit que c'était pour des raisons budgétaires. » « Le budget n'a rien à voir là-dedans, » a déclaré Thompson en sortant son téléphone et en montrant à Chen une série de courriels. « J'ai consigné chaque fois que j'ai signalé des inquiétudes concernant un agent, chaque plainte a été étouffée, chaque problème technique lié aux images a été ignoré. Pourquoi n'as-tu pas réagi plus tôt? Pourquoi n'as-tu pas signalé ça à quelqu'un? Demanda Chen. La voix de Thompson était lourde de frustration. À ceux-là même qui enterraient les preuves. Chen observa le visage de sa vieille amie. « Tu vas témoigner ?» Thompson hocha la tête.
Quelqu'un doit le faire. Ce n'est pas la maladie, c'est un symptôme. De retour au tribunal, l'audience matinale débuta sous une tension inhabituelle. La galerie était bondée, plusieurs journalistes occupant les sièges. Savannah était assise à la table de l'accusation, son uniforme la faisant paraître plus petite que jamais. Le juge Carter entra, l'air grave. Avant de poursuivre, je voudrais aborder quelques points nouveaux dans cette affaire. Monsieur Williams et Monsieur Morton se sont approchés du banc tandis que les avocats s'avançaient. Carter a parlé doucement mais fermement. Compte tenu des preuves de falsification systématique des dossiers de police, j'élargis la portée de cette audience. Morton parut mal à l'aise. Votre honneur, cela met la ville dans une situation délicate. Les instructions que j'ai reçues du conseil municipal devront peut-être être réévaluées à la lumière de ces nouveaux éléments. Carter l'interrompit. Je vous accorde 1 heure pour consulter vos supérieurs. Il ne s'agit plus seulement de l'agent Mitchell. De retour à leur table, les avocats attendaient la suite des débats. Carter s'adressa à la salle d'audience. Inspecteur Martinez, veuillez prendre la parole. Martinez a prêté serment, son attitude professionnelle contrastant fortement avec l'énergie nerveuse qui remplissait la salle. Veuillez partager vos conclusions concernant la gestion des preuves numériques par le département, a demandé Carter. Martinez a exposé les détails techniques découverts par Phillips, expliquant comment la corruption sélective des images avait créé des angles morts et permis des manquements à la surveillance. Savannah s'est repliée sur elle-même, réalisant qu'elle n'était qu'une petite partie d'un problème systémique bien plus vaste. Et qu'en est-il des cas de l'agent Mitchell en particulier, a demandé Carter. Nous avons examiné les 13 cas précédemment identifiés, a répondu Martinez. Dans chaque cas où les images étaient corrompues, nous avons trouvé des enregistrements civils qui contredisaient les rapports officiels. De plus, nous avons découvert 27 autres cas présentant des schémas similaires pendant sa période de formation. Un murmure parcourut la salle d'audience. Savannah releva brusquement la tête, le choc se lisant sur son visage. Elle ignorait la plupart de ces affaires des incidents que ses officiers formateurs avaient traités sous ses yeux, apprenant leur méthode. Votre honneur, se leva Williams. Compte tenu de ces nouveaux éléments, la défense demande l'ajout de plusieurs témoins issus de ces affaires récemment découvertes. C'est vrai, répondit Carter. Morton, l'avocat de la ville, semblait mal à l'aise. Votre honneur, la ville demande une brève suspension d'audience pour se préparer. Refusé, dit Carter fermement. Inspecteur Martinez, veuillez poursuivre. À mesure que Martinez détaillait les comportements répréhensibles, une vision plus large émergeait. Il ne s'agissait pas seulement des préjugés d'un jeune policier, mais d'un système qui les avait cultivés et protégés. Pendant la pause déjeuner, Savannah se retrouva seule dans les toilettes d'un tribunal, s'aspergeant le visage d'eau froide. La porte s'ouvrit et Michelle Washington apparut dans le miroir. Pendant un long moment, aucune des deux femmes ne parla. Finalement, Michelle rompit le silence. Le saviez-vous? Savannah leva les yeux, l'eau dégoulinant de son menton. Et les autres? Ceux dont toi et tes collègues avaient ruiné la vie. Non, murmura Savannah, je veux dire, je savais que certaines choses n'allaient pas, mais je pensais... Elle s'arrêta, réalisant que toute explication sonnerait creux. La voix de Michelle était posée, mais pleine d'émotions maîtrisées. Tu sais le pire? Tous les jeudis midi, je regarde par la fenêtre de mon bureau. Tous les jeudis, je m'attends à voir mon frère là, à consulter son téléphone, attendant des nouvelles de ma journée. Mais il n'est pas là. Et il pourrait ne plus jamais y être. Elle se tourna pour partir, puis marqua une pause. Agent Mitchell, quoi qu'il arrive dans cette salle d'audience, j'espère que vous vous souviendrez de ce moment où vous avez décidé que mon frère ne méritait pas d'être traité comme un être humain, car nous ne l'oublierons jamais. À la reprise des audiences, le sergent Thompson a témoigné. Son témoignage a révélé des années d'avertissements ignorés et de plaintes étouffées. L'agent Mitchell n'était pas le seul à l'origine de cette accusation. Thompson a expliqué que le service avait une politique officieuse, certains agents étaient protégés. Leurs caméras piétons pouvaient mal fonctionner, les plaintes des civils disparaissaient dans le système et quiconque exprimait des inquiétudes était discrètement sommé de se retirer. « Pourquoi vous manifestez-vous maintenant » demanda Williams. Le regard de Thompson croisa celui de Savannah. Parce que parfois, il faut choisir quel genre de policier on veut être. Celui qui fait respecter la loi, ou celui qui se cache derrière. À mesure que l'après-midi avançait, de nouveaux témoins se sont manifestés.
des civils ont raconté des histoires étrangement similaires à celles de Darnell, des rencontres banales s'envenimant à cause des préjugés des policiers, des rapports déformant les faits, des plaintes s'évanouissant dans les limbes de la bureaucratie. Le juge Carter écoutait attentivement, jetant de temps à autre un coup d'œil à Savannah, voyant le poids de la révélation peser sur ses épaules. Elle était entrée dans cette salle d'audience en croyant défendre son autorité. Elle assistait maintenant à l'effondrement de tout ce qu'on lui avait appris à croire à son sujet. En fin d'après-midi, un témoin inattendu apparaît, le capitaine Robert Drake lui-même, accompagné de son avocat. « Capitaine Drake », s'adressa Carter, « j'ai cru comprendre que vous aviez conclu un accord avec le bureau du procureur de district ?» La voix de Drake était fatiguée mais résolue. « Oui, votre honneur. En échange de l'immunité, je suis prêt à témoigner sur la gestion des plaintes pour faute professionnelle et des preuves numériques par le département. » Ce qui a suivi a été un récit accablant de corruption systématique. Drake a détaillé comment certains officiers ont été sélectionnés pour bénéficier d'une protection, comment les preuves ont été manipulées et les lanceurs d'alerte réduits au silence. L'agente Mitchell, a-t-il déclaré, était exactement le genre de recrue que nous recherchions, ambitieuse, autoritaire et disposée à suivre les règles tacites. Nous l'avons associée à des agents formateurs qui renforceraient ses qualités. Interrogé sur la disparition des documents de River Creek, Carter a expliqué à Drake, nous avions des contacts là-bas. Lorsque nous avons appris l'existence de cette audience, nous les avons contactés et leur avons demandé de minimiser certains aspects de son dossier. Alors que le témoignage de Drake se poursuivait, Savannah sentit sa vision du monde s'effondrer. Toutes les certitudes qu'elle avait sur son rôle, son autorité et sa place dans le système reposaient sur la corruption et les préjugés. Le juge Carter a demandé une brève pause avant le dernier témoin de la journée. Dans le couloir, Darnell Washington se tenait avec sa famille, écoutant leur avocat expliquer les implications croissantes de l'affaire. « Il ne s'agit plus seulement de votre arrestation », leur a dit Williams. Le juge Carter compte utiliser cette affaire pour imposer une refonte complète des systèmes de surveillance du département et de l'agent Mitchell. Patricia Washington jeta un coup d'œil vers Savannah, assise seule sur un banc, le regard perdu dans le vide. Elle n'est qu'un petit morceau d'un problème plus vaste, mais parfois, il suffit d'un petit morceau pour faire s'écrouler toute la structure. À la reprise de l'audience, le juge Carter s'est adressé à la galerie bondée. Compte tenu des révélations d'aujourd'hui, cette audience sera élargie à une enquête complète sur les pratiques du ministère. Monsieur Morton, a déclaré Carter, je crois comprendre que le conseil municipal a demandé du temps pour préparer une réponse officielle. Oui, votre honneur, répondit Morton. Ils sont prêts à annoncer un examen complet de tous les dossiers concernés et à mettre en place de nouvelles procédures de surveillance. Ce n'est pas suffisant, a déclaré Carter avec fermeté. Je nomme un conseiller spécial pour superviser cette enquête. Chaque cas impliquant des preuves corrompues sera examiné. Chaque officier cité dans le témoignage du capitaine Drake fera l'objet d'une enquête. Chaque victime de ces abus systémiques sera jugée. Il se tourna vers l'endroit où Savannah était assise, l'air perdu dans son uniforme désormais froissé. Agent Mitchell, même si vous n'êtes pas seul responsable de cette défaillance institutionnelle, vous n'êtes pas pour autant absous de vos actes. J'ordonne votre suspension immédiate dans l'attente d'un examen complet de votre conduite. De plus, vous participerez pleinement à l'enquête et partagerez tout ce que vous savez sur ces pratiques. Savannah hocha la tête d'un air hébété, comprenant que sa carrière dans les forces de l'ordre était effectivement terminée. En ce qui concerne le cas de M. Washington, a poursuivi Carter, toutes les accusations sont rejetées sans réserve. Monsieur Williams, vous pouvez intenter une action civile à votre convenance. Les preuves présentées ici seront conservées pour cette procédure. Alors que le juge s'apprêtait à ajourner l'audience, Savannah s'est soudainement levée. Votre honneur, puis-je dire quelque chose? Carter l'étudia un instant, puis hocha la tête. Savannah se tourna vers la famille Washington. Sa voix tremblait d'abord, mais elle s'amplifia. Je suis désolé. Pas seulement pour ce que j'ai fait à Monsieur Washington, mais pour tout ce que je représentais. Je pensais que l'autorité signifiait ne jamais avoir à se remettre en question. J'avais tort, et je passerai le reste de ma vie à essayer de réparer cette erreur. Le juge Carter a laissé ses paroles en suspens avant de faire sa déclaration finale. L'audience est suspendue jusqu'à lundi matin, où nous commencerons à examiner l'étendue de cette faute. Je rappelle à toutes les personnes présentes que l'enquête est en cours et que toutes les preuves doivent être préservées. Tandis que les gens sortaient de la salle d'audience, Savannah resta debout, regardant Darnell et sa famille partir ensemble.
Les paroles de Michel résonnèrent dans son esprit et, pour la première fois, elle comprit véritablement le poids de ce qu'elle avait fait non seulement à une famille, mais à d'innombrables autres dont les histoires commençaient seulement à être révélées. Dehors, le soleil couchant projetait de longues ombres sur les marches du palais de justice. Depuis son bureau, le juge Carter observait les journalistes rassemblés, sachant que les gros titres du lendemain ne raconteraient qu'une partie de l'histoire. Le véritable travail ou le lent et douloureux processus de rétablissement de la confiance et de la responsabilité ne faisait que commencer. La pluie tambourinait contre les fenêtres de la salle des archives du commissariat tandis que Savannah, penchée sur un ordinateur, les doigts sur le clavier, s'agitait. L'horloge murale indiquait 2h17, mais elle le remarqua à peine. Elle était là depuis des heures, fouillant dans les archives publiques, les archives de presse et toutes les bases de données auxquelles elle pouvait accéder. Sa cible était le juge Marcus Carter. Son désespoir l'avait poussé ici. Après 3 nuits blanches, l'enquête détruisait tout ce qu'elle avait construit et tout ce en quoi elle croyait. Mais si elle pouvait trouver quelque chose n'importe quoi pour discréditer le juge. Un article de presse datant d'il y a 35 ans a retenu son attention. Le titre l'a fait s'arrêter, un adolescent local innocenté après 3 mois de détention. La photographie granuleuse montre un Marcus Carter beaucoup plus jeune, embrassé par ses parents à l'extérieur d'un palais de justice. Savannah se pencha et lut attentivement. Selon l'article, Marcus Carter, 17 ans, avait été arrêté à tort pour un braquage dans une supérette. Bien que plusieurs témoins l'aient placé à une fête scolaire au moment des faits, il passa 3 mois en centre de détention pour mineurs avant d'être blanchi. Son téléphone vibra. C'était un SMS de Kevin Nash, un journaliste qu'elle avait contacté plus tôt. J'ai bien reçu ton message. Retrouve-moi au Riverside dîner dans 20 heures. Jetant un coup d'œil à l'heure, puis à l'article, elle a répondu, en chemin. Le restaurant était presque vide à son arrivée. Des néons scintillaient sur les vitres striées par la pluie. Nash était assis dans un box d'angle, son ordinateur portable ouvert, son café refroidissant à côté de lui. Il paraissait plus jeune qu'elle ne l'aurait cru, probablement fraîchement sorti de l'école de journalisme, avide de son premier grand reportage. Officier Mitchell, la salua-t-il, les yeux brillants d'impatience. Vous disiez avoir quelque chose sur le juge Carter? Savannah se glissa dans la cabine et glissa une clé USB sur la table. Son casier judiciaire était fermé, mais j'ai trouvé des articles de presse. Saviez-vous qu'il avait été arrêté adolescent? Les doigts de Nash planèrent sur les touches de son ordinateur. C'est public. Qu'est-ce qui rend ça digne d'intérêt? Réfléchissez insista Savannah. Un juge, arrêté à tort à l'adolescence, préside maintenant des affaires de mauvaise conduite policière. Comment peut-il être impartial? Pensez-vous qu'il est un parti pris contre les forces de l'ordre à cause de son passé? Les mots semblaient répétés, creux. Nash parcourut les dossiers. C'est intéressant, mais léger. Il en faudrait plus pour en faire une histoire. Et si je vous disais qu'il y avait des rumeurs sur son séjour en détention pour mineurs ou des choses qui n'ont pas été consignées dans les archives officielles? Comme quoi? Demanda prudemment Nash. Savannah hésita, sachant que ses prochains mots pourraient être inconsidérés. J'ai entendu dire qu'il aurait pu être impliqué dans des violences pendant qu'il était à l'intérieur. Rien de prouvé. L'expression de Nash changea subtilement. C'est une accusation grave. Des preuves. Pas encore, admit Savannah. Mais si vous commencez à creuser, vous insinuerez qu'un juge en exercice a un passé violent sur la base de rumeurs infondées. Nash ferma son ordinateur portable. Agent Mitchell, je suis peut-être nouveau, mais je ne suis pas stupide. J'ai l'impression d'être dans un scandale. Le public a droit à la vérité, pas à des scandales fabriqués de toutes pièces. Il se leva et rassembla ses affaires. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras une meilleure solution. Savannah le regarda partir, le rejet la blessant plus qu'elle ne l'avait imaginé. Mais elle n'en avait pas fini. Elle avait d'autres contacts, d'autres journalistes qui seraient peut-être plus disposés à publier l'article. Au matin, elle avait passé 3 autres appels. Chacun s'était terminé de la même manière que sa rencontre avec Nash, jusqu'à ce que son dernier contact, un blogueur connu pour ses prises de position controversées sur la politique locale, se montre intéressé. « Envoie-moi ce que tu as, dit-il. Sans promesse, mais je pourrais peut-être travailler avec ça. » Savannah lui a envoyé par courriel les fichiers de l'ordinateur du commissariat, en y ajoutant ses propres citations anonymes de sources exprimant ses inquiétudes quant à l'objectivité du juge. Ses mains tremblaient en envoyant le courriel,
sachant qu'elle risquait de mettre fin à sa carrière si elle était prise au piège. Mais elle se sentait piégée, cherchant désespérément un moyen de saper la crédibilité de l'enquête. Elle ne s'attendait pas à ce que les choses évoluent si vite. À midi, l'article du blog était en ligne, exclusif, le passé caché du juge Carter. Peut-on faire confiance à son jugement? L'article était sensationnel, laissant entendre des nuances sombres sur le séjour de Carter en détention pour mineurs et se demandant si son passé avait créé une vendetta contre les forces de l'ordre.